Alors, justement... À chaque communication, M. Boisy, vous pouvez dire top pour changer de slide, s'il vous plaît. Avec plaisir, M. Bourret, merci beaucoup. Donc, ça tombe bien, puisque la téléconsultation en anesthésie n'a jamais été autant d'actualité depuis la Covid, on le verra tout à l'heure. Et donc, top. Donc, cette téléconsultation est née finalement de la loi HPST, qui date de 2009, et qui a reconnu la télémédecine comme une pratique médicale à distance, mobilisant les technologies de l'information et de la communication. Elle ne se substitue pas aux pratiques médicales actuelles, mais représente une valeur ajoutée considérable à la prise en charge classique du patient. Voilà, le décor était posé à l'époque, top, et pour avoir finalement une idée plus précise de ce que c'est la téléconsultation, elle a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient. Un professionnel de santé peut être présent, ça veut dire donc qu'un professionnel de santé peut ne pas être présent, c'est important de lire ça entre les lignes auprès du patient, et le cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la téléconsultation. Voilà, donc ça c'est important, on distingue ça de la téléexpertise, de la télésurveillance, de la téléassistance médicale, et donc on va centrer le sujet sur cette téléconsultation. Top. Alors, la téléconsultation a donc pour objet de permettre à un patient de consulter un professionnel de santé médicale via téléconsultation lorsque le patient est présent et dialogue avec le médecin, c'est important. Et il faut pouvoir, à cette occasion, identifier le médecin et le patient conduit à ne retenir comme téléconsultation que les actes qui vont utiliser donc la vidéoprésence. Tous les organismes professionnels représentatifs, qu'ils soient nationaux et internationaux, soulignent la nécessité d'une identification réciproque de façon à ce que le consentement implicite ou explicite du patient soit fondu. Et le décret précise d'ailleurs qu'un professionnel de santé non médecin peut assister le patient pendant la consultation. Donc ces termes sont importants, l'identification en particulier et du médecin et du patient sont très importants. Top. Donc, le professionnel de santé non médecin est tenu au secret professionnel, ça ne change pas de la consultation présentielle, bien entendu, on a les mêmes devoirs. De même, les conditions d'organisation de la téléconsultation doivent respecter les règles de confidentialité. Et enfin, comme une consultation traditionnelle, l'accès au dossier du patient est incontournable de l'acte de téléconsultation. La téléprescription nécessite pour le médecin d'avoir bien identifié le patient à qui il prescrit un examen ou un traitement. Top. Alors on peut définir, il faut définir avant de démarrer une téléconsultation, quelle que soit la spécialité concernée, un cahier des charges techniques. Il est nécessaire en particulier de mettre en place un outil qui va répondre à des critères qu'on va pouvoir définir établissement par établissement de la façon par exemple suivante. Visualisation vidéo à distance avec une définition suffisante pour réaliser un examen clinique standard, voire approfondi, avec une caméra fixe, un éclairage de forte intensité, la possibilité de faire des captures d'écran du visage du patient et de mesurer sur l'image des distances et des angles. On a besoin d'anesthésie, donc il fallait qu'il y ait un petit logiciel qui nous permette de faire ça. Une communication sonore main libre de qualité entre les sites distants, un outil intégré et simple, qui soit utilisable sans connaissance avancée en matière informatique, une sécurisation complète de la téléconférence, et enfin un partage et une remise de documents d'information. Top. Alors, le consentement préalable du patient à bénéficier des actes médicaux par télémédecine est une obligation déontologique lorsque le patient a le choix, bien entendu, entre la pratique traditionnelle ou les nouvelles pratiques par télémédecine. Donc, il peut se soustraire à tout moment, le patient, de la télémédecine s'il souhaite aller en consultation traditionnelle. Top. Alors, l'acte de télémédecine, c'est donc un acte médical, un exercice qui peut être collectif, mais la responsabilité, comme d'habitude, elle est personnelle. Je vous ai fait représenter sur cette diapositive un petit module qui peut comporter, comme vous voyez, une lampe de qualité, deux écrans d'ordinateur, un premier avec lequel on va dialoguer avec le patient, un deuxième sur lequel il peut y avoir un dossier informatisé du patient sur lequel on va noter les différents éléments qui ont été notés au cours de la consultation. Top. Et juste pour rappeler effectivement,
que même si c'est un exercice qui peut être commun, chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles, donc il n'y a pas de problème de ce point de vue. Top. Alors, pour s'identifier, eh bien, la carte professionnelle dans le domaine du public, on ne se rend pas forcément compte de l'intérêt que cette CPS eh bien, elle va servir justement en téléconsultation à ce que le médecin puisse s'identifier. Et on peut imaginer, pour que le patient s'identifie, d'avoir un certain nombre d'informations concernant son nom, son acte de naissance, là où il est son adresse, et on peut lui demander également de montrer sa carte vitale à la caméra, sur laquelle on trouve sa photo et un certain nombre d'informations qui vont permettre d'identifier le patient au bout de la ligne. Top, s'il vous plaît. Alors, quand je vous disais une caméra de qualité, vous voyez qu'on peut faire des choses relativement intéressantes, puisque en zoomant avec des caméras de qualité, on arrive à faire des choses assez intéressantes. Ça, c'est valable quand on est finalement d'une institution à une autre institution, où on peut faire des choses tout à fait correctes. En revanche, évidemment, on verra quand le patient est à son domicile et qu'on fait une téléconsultation à domicile, et bien on va faire avec la caméra qui celle du patient et qui souvent n'a pas autant de possibilités en matière de zoom pour avoir des images aussi nettes, mais ce n'est pas forcément quelque chose de très limitant, c'est juste pour vous rappeler, si besoin en effet, qu'on peut avoir du matériel de qualité. Par exemple, ceux qui font de la dermatologie en téléconsultation peuvent avoir une définition des lésions cutanées qui sont petites et qui sont extraordinairement intéressantes. Top. Alors nous, en anesthésie, on recueille beaucoup de choses évidemment, et une des particularités de l'anesthésie, c'est d'essayer de recueillir les scores prédictifs d'une intubation difficile. Vous savez que c'est la hantise des anesthésistes, vous avez tous vécu comme chirurgien probablement les difficultés que peuvent avoir certains anesthésistes, enfin les anesthésistes avec certains patients. Et donc on va recueillir en consultation anesthésie des éléments qui sont relativement intéressants pour prédire cette difficulté à intuber les patients. Vous voyez qu'on arrive grâce à la télémédecine, là c'était un patient qui était dans une institution et qui donc se prêtait à une vraie consultation, et vous voyez qu'on arrive parfaitement à définir le score de malampathie. On a une idée sur un état dentaire qu'on peut préciser en lui demandant de montrer les dents, et on a des lunettes qu'on va adapter, et grâce à un petit logiciel, on connaît cette distance entre ces deux points rouges. Eh bien, il suffit de mesurer la distance, par exemple, ailleurs, tirer une ligne, et à partir de cette table-là, il va nous donner exactement en millimètres quelle est la distance, et on peut être intéressé par ça en anesthésie, bien entendu. Top. Donc ici, par exemple, vous voyez, j'ai reporté une distance inter-incisive, qui est un signe de la possibilité que le patient a d'ouvrir la bouche, et on a 5,19 cm, donc un chiffre très précis, à distance qui nous permet de mesurer ça. Top. De la même façon, on peut mesurer les distances théromontonnières, qui est un autre des critères d'intubation éventuellement difficile. Grâce à cette mesure, cette fois-ci, les deux tares sont sur l'extrémité de la lunette, l'autre sur sur une autre partie de la lunette, et vous voyez qu'on arrive à définir tout ça très bien. Top. Alors on peut connecter des objets multiples et variés, ça c'est valable probablement quand on travaille entre deux institutions, une prison et l'hôpital par exemple, la clinique, et on va pouvoir connecter des stéthoscopes, des appareils d'échographie comme vous le voyez, donc on peut faire beaucoup de choses. Dans ces conditions, il faut évidemment qu'avec le patient, quelqu'un puisse être présent pour poser le stéthoscope, pour poser la sonde d'échographie. Une infirmière, par exemple, peut tout à fait faire ça. Les dermatos peuvent travailler à distance, il n'y a aucun problème. Donc il y a une multitude de possibilités, d'objets connectés qui vont pouvoir éventuellement intéresser le praticien. Top, s'il vous plaît. Alors, il y a eu une multitude d'études qui ont été faites, en particulier au Canada et aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il y a des grandes étendues dans ces pays-là, et donc, évidemment, ils sont particulièrement intéressés par cette possibilité de faire des téléconsultations. Et la plupart des enquêtes qui ont été faites là-bas ont été faites auprès de prisonniers pour bénéficier d'une téléconsultation. Et donc, vous voyez qu'il s'agit de la qualité technique de la consultation qu'ils ont eue en télémédecine, de la perception qu'ils ont eue, de l'expérience émotionnelle qu'ils ont eue et des préférences qu'ils ont, c'est que des bonnes notes. Je ne sais pas ces détails évidemment, mais il y a une multitude d'études qui
qui montrent que les patients apprécient particulièrement cette téléconsultation, en particulier, bien sûr, les patients qui sont prisonniers, puisque vous savez qu'ils n'aiment pas être entravés en public. Autant nous, on est gêné quand quelqu'un vient en consultation avec des chaînes aux pieds, autant le prisonnier lui-même n'aime pas ça, et donc ça arrange tout le monde finalement, parce que je vous rappelle qu'une extraction d'une prison, comme on dit, c'est 600 €. Top. Alors, en France, on a fait la même chose. Cette fois-ci, on s'est intéressé à la qualité de la consultation d'anesthésie qu'on faisait. C'était une étude prospective qui n'a pas, à ma connaissance, été transformée en article malheureusement, qui avait été publiée il y a déjà quelques années, vous voyez, 2011, c'est pas d'hier, et qui comparait la consultation classique à la consultation par télémédecine. On parle beaucoup des sujets, en nombre pas très important, mais quand même, et il n'y avait pas de différence significative sur la qualité des critères d'intubation, les erreurs de la consultation, ou la note de qualité de la consultation, diapositive suivante. Top, pardon. Et vous voyez que les différents critères qui nous intéressent pour définir des patients qui auront une difficulté éventuelle d'intubation, il n'y a pas de différence significative, qu'on soit en consultation présentielle ou à distance. Diapositive suivante. Top. Donc ça, c'était les notes, on va passer, top. Les notes sont identiques entre les deux types de consultation. Et puis donc, le gouvernement, en 2015, poussait à ce qu'on aille vers ces technologies de façon un peu plus fréquente que ce qu'on faisait à l'époque. Top. Alors, cette téléconsultation, quel est son intérêt? Elle permet une réduction des délais de prise en charge pour des patients qui sont éloignés. Il y a des régions, en France, bien entendu, ou ailleurs, qui font que les distances deviennent importantes. Il y a des chirurgiens qui ont des patients qui viennent de l'étranger. Et je veux dire que ces moyens de faire une téléconsultation sont des moyens intéressants. Ça répond donc à un défi démographique parce que les patients sont isolés. C'est un moyen important de restructuration de l'organisation des soins. Et à l'époque, on disait, si aujourd'hui elle reste un défi, elle deviendra demain un atout dès lors que son déploiement sera assuré. On est en plein dedans. Top. Alors la téléconsultation, on a fait une enquête à l'époque, là on est toujours en 2018, on commence à se rapprocher un peu, on s'était dit, bon, en Lorraine, finalement, là où je suis pas certain que tout le monde soit équipé, et donc j'avais fait une enquête qui s'est déroulée au centre chirurgical Émile Bellé, là où Henri travaillait une partie du temps aussi. Eh bien, on avait remarqué, le diapositive suivant, top, on avait remarqué que finalement, 382 questionnaires, on leur posait des questions, étant acquis de venir au CHU pour cette consultation d'anesthésie, vous êtes-il contraint à poser un congé? Oui, dans 36% des cas. Donc vous voyez que quand on vient en présentiel, eh bien, certains peuvent poser des congés. Quelle est la distance de votre domicile au CHU de Nancy? Vous voyez quand même que plus de 100 km, il y avait quand même 17%, ça commence à être des distances importantes. Quel est votre temps de trajet depuis votre domicile jusqu'au CHU de Nancy? Plus de 2 heures, 5%, c'est pas énorme, donc 1 heure et 2 heures pour 31%, c'est quand même pas négligeable non plus. Top. Pouvez-vous avoir accès à un ordinateur et une tablette? Alors là, je suis tombé sur ma chaise, j'avais sous-estimé mes camarades lorrains, puisque à 85%, eh bien, ils avaient évidemment accès à un ordinateur. J'avais oublié, parce que je n'étais pas futé, que finalement les grands-parents communiquent avec leurs petits-enfants, déjà à l'époque, par des tablettes, et que finalement c'est rentré dans la famille française, et que, ma foi, ils sont relativement bien équipés. Est-ce que vous êtes équipé d'une webcam de bonne qualité? La réponse est mitigée, mais enfin, quand même, c'est pas nul. Avez-vous déjà utilisé des logiciels de communication tels que Skype ou Messenger? Oui, à 62%. Ça m'avait également interpellé le positif suivant. Top. Alors, auriez-vous accepté avoir une consultation d'anesthésie par visio? Il y en a quand même la moitié qui répondait oui, donc c'était tous des patients qui avaient une consultation traditionnelle, vous avez compris. On leur demandait, ben voilà, si on vous proposait la téléconsultation d'anesthésie, est-ce que vous accepteriez? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir si ceux qui ont répondu non. Alors, ceux qui ont répondu oui, c'est pour un gain de temps, c'est pour une simplicité, c'est pour éviter de poser un jour de congé, etc. Ce qui est intéressant. Et si la réponse est non, bah, c'est pour des raisons techniques, dans 100% des cas, c'est pour des raisons pratiques, difficulté d'utilisation des logiciels. On retrouvera ça chez certains patients. Il va falloir, on a compris qu'au moment où on va proposer des consultations, quelle que soit la spécialité, il faut qu'il y ait absolument un prérequis avec une plateforme qui s'occupe de savoir comment équiper le patient, etc. C'est pas au médecin de faire ça, c'est pas au secrétaire
médical, je ne crois pas, qui puisse faire en sorte que tel ou tel patient soit considéré éligible pour la téléconsultation ou pas. Ensuite, communication avec l'anesthésiste lors de la consultation traditionnelle, il y a ce face-à-face intéressé, 68% des gens qui refusaient en théorie de faire une téléconsultation, et donc il y a des gens qui sont attachés à ça, il faut le respecter bien. Associé à l'acceptation, l'âge de moins de 60 ans, être en activité, être équipé, connaissance des logiciels, ça permettait tout ça de favoriser la téléconsultation. Diapositive suivante. Alors il y a eu plein de choses qui ont fleuri, on va passer, parce que je fais de la pub à un système là, diapositive suivante, où on peut, à partir de son smartphone, avoir un rendez-vous avec un médecin et le voir au téléphone pour une angine, diapositive suivante, par exemple, un médecin généraliste, et on peut même, diapositive suivante, s'il vous plaît, payer en ligne, en toute confiance. Diapositive suivante. Et donc, à partir de là, la régulation s'est dit, voilà, ça va exploser dans tous les sens, il faut quand même finalement essayer de réglementer tout ça, parce que ça risque de partir dans tous les sens, et donc on en était à ce moment-là là. Et un des personnages avec qui j'ai discuté est un cardiologue qui était responsable de la transmission et de la télémédecine au Conseil national de l'ordre des médecins. C'est Jacques, j'ai oublié son nom, ça reviendra, Jacques Lucas. Et Jacques Lucas était chargé, par l'ordre des médecins, de mettre en place tout ça, d'écrire des livres blancs, ce qu'il a fait. Diapositive suivante. Ah oui. Alors, le CNOM souhaitait donc supprimer la contractualisation des activités, parce qu'avant on passait par les ARS, et finalement, il fallait que tout ça aille plus vite et soit simplifié pour qu'on puisse avoir des activités de télémédecine qui soient remboursées par l'assurance maladie et l'intégration du téléconseil médical dans la législation comme un acte de télémédecine. On voit bien qu'à ce stade-là, la téléconsultation, elle a besoin encore d'avoir des coups de pouce, à la fois pour pouvoir finalement la facturer et en faire un acte de consultation médicale comme les diapositives suivantes. Et puis est venue la Covid. Alors là, on s'est dit, on va faire quand même une enquête qui a été partagée par la Société française de télémédecine et la Société française d'anesthésie et réanimation auprès des médecins anesthésistes réanimateurs. Une enquête qui a été faite sur le site de la SPA et de la Société française de télémédecine en même temps pour savoir exactement ce qui s'était passé avant, pendant la Covid et après la Covid. Là, je vous parle évidemment de la première diapositive suivante. Et vous voyez, quand vous regardez entre avant le 16 mars, du 16 mars au 11 mai et après le 11 mai, déjà on a un nombre de praticiens qui ont fait des téléconsultations anesthésiques qui passe de 176 à 595, donc une explosion avec la Covid, et 622 après le 11 mai. Ça veut dire que, la Covid fait exploser la téléconsultation, on le sait, puisque les autorités sanitaires nous avaient poussé à faire de la télémédecine, et après le 11 mai, on voit que c'est maintenu et que les gens continuent à faire de la télémédecine. Diapositive suivante. Et on voit que toutes les spécialités chirurgicales sont concernées, à l'exception de la chirurgie cardiaque, un certain nombre d'actes chirurgicaux de haute performance. C'est pas pour dire que les autres sont de moins haute performance, mais en tout cas de haute technicité. Mais on voit bien qu'il y a beaucoup de chirurgies qui sont concernées par cette télémédecine, cette téléconsultation d'anesthésie. Quel profil de malade serait éligible? Eh bien, bien sûr, des patients ASA 1 2, mais aussi des patients ASA 3, donc avec des comorbidités quand même qui ne sont pas négligeables, on arrive à faire. Les enfants à partir du moment où ils ont plus d'1 an. La patiente avec une grossesse pathologique, on peut le faire aussi. Les patients, pardon, c'est l'inverse. Les grossesses pathologiques, on ne fait pas. Les patients pour chirurgie majeure, on ne fait pas. Et tout le reste, on suit bien entendu. Et donc, on faisait à l'époque préférentiellement d'adultes ASA 1 et 2, et donc avec peu de comorbidités, excusez-moi. Diapositive suivante. Alors, il y a des médecins qui ont répondu à la question, avez-vous eu besoin de reconvoquer les patients pour une consultation en présentiel? Eh bien oui, dans 34%, c'est pas négligeable, un tiers. Quelles sont les raisons qui vous ont fait les rencontrer? Soit à la demande du patient, soit pour des problèmes techniques. Il y aura des problèmes techniques, il ne faut pas non plus
idéaliser complètement la téléconsultation. Il faut pouvoir avoir un plan B, parce que s'il y a un problème technique, et donc le plan B, ça veut dire que finalement, entre la consultation anesthésie, la téléconsultation anesthésie, l'acte chirurgical ou l'acte invasif, peu importe, eh bien, il faut ce temps suffisant pour qu'en cas de problème avec la téléconsultation, on puisse programmer une consultation traditionnelle aux patients. Ça peut être des problèmes des compréhensions. On a beaucoup de patients étrangers qui parlent très mal le français, mais ça, c'est le même problème qu'en présentiel pour moi, c'est-à-dire qu'en fait, soit il y a un traducteur sur place qui permet de faire la téléconsultation, il faut absolument un traducteur, soit en présentiel, soit en distanciel. Un dossier trop complexe, évidemment, c'est au médecin ici de choisir et de décider s'il doit voir son patient ou s'il peut le faire en téléconsultation, et le besoin d'avoir des informations complémentaires. Diapositive suivante. Alors, il y a également, quand on parle de télémédecine, l'utilisation du téléphone. Et ça avait été travaillé par nos collègues de Lyon qui avaient évalué la possibilité d'utiliser le téléphone pour des patients qui ont déjà eu une consultation d'anesthésie tracée dans le dossier médical du patient dans l'année en cours, le plus souvent des patients qui sont sans beaucoup et qui sont peu porteurs de comorbidité, qui n'ont pas présenté de changement notable de leur état de santé depuis la consultation précédente. Diapositive suivante. Et là, au moment de la consultation de chirurgie, le chirurgien propose éventuellement, quand il a l'habitude, une consultation par téléphone. L'accord du patient, s'il l'obtient, eh bien, un anesthésiste réanimateur est contacté. Il va valider ou pas la possibilité d'avoir cette consultation par téléphone. Il y a des fiches de liaison qui se font entre le chirurgien anesthésiste et qui sont remplies au moment de cette consultation, et on prend un rendez-vous. Diapositive suivante. Et donc, la consultation pré-anesthésique par téléphone pourrait être une alternative à la traditionnelle consultation d'anesthésie en cas de chirurgie répétée chez un même patient si la technique d'anesthésie est comparable d'un geste chirurgical à l'autre, mais les recommandations restent à proposer pour maintenir une consultation pré-anesthésique sécuritaire et de bonne qualité pour ce mode de prise en charge. On sentait bien à l'époque que, et c'est toujours vrai maintenant, je crois, la consultation par téléphone était à moins de base solide que la téléconsultation avec le patient qui est en visuel à l'écran. Néanmoins, là encore, la Covid a un petit peu bousculé les choses, puisqu'il y a beaucoup de consultations qui sont passées par téléphone, parce que les moyens technologiques ne permettaient pas de faire de téléconsultation. Diapositive suivante. Et c'est là qu'on a écrit, donc, c'est pas une recommandation, c'est juste une proposition du comité analyse et maîtrise du risque. Tout ça avait été d'ailleurs écrit à l'époque où Xavier Capdevila, qui parlera par la suite, était président de la Société française d'anesthésie et réanimation. Il y avait un texte qui avait été écrit, diapositive suivante, qui permettait de décrire les consultations itératives, les consultations d'anesthésie dématérialisée télémédecine, quels étaient les patients éligibles, quel était le cadre. Diapositive suivante. Ce texte parle des moyens techniques qui doivent dans tous les cas garantir la confidentialité des informations. Il s'agit de la téléphonie simple, et vous voyez que la téléphonie simple était déjà introduite dans ce texte-là, la vidéotéléphonie, la transmission d'ordonnances, soit par fax, soit par liaison Internet sécurisée. Diapositive suivante. L'accord du médecin anesthésiste réanimateur et la facturation de l'acte médical, qui, vous le verrez, pose toujours un problème potentiel aujourd'hui. Diapositive suivante. Alors, on a fait télémédecine, on a fait un petit peu de consultation par téléphone. Je vais vous parler de deux dernières choses qui sont très rapides, qui sont l'évaluation que pourraient faire des non-anesthésistes, des infirmières par exemple, sur des patients qui vont se faire opérer. C'est-à-dire, en gros, c'est le système américain où c'est pas nécessairement le médecin anesthésiste qui voit les patients, en particulier ceux qui sont peu compliqués. Et donc là, ils ont montré dans cette étude, diapositive suivante, par exemple en 2004 dans Anesthésia, que finalement, lorsque le patient était relativement avec peu de comorbidité, on arrivait à avoir quelque chose de pas trop mal à partir du moment où l'infirmière était briefée de ce qu'il fallait rechercher, etc. On voit que la concordance entre les anesthésistes et l'infirmière, elle n'est pas toujours à 100%, mais elle s'en approche. Et donc, mais ça, c'est quelque chose qui est quelque chose qui est refusé en France, ces transferts de compétences, quelles que soient les spécialités d'ailleurs. Je ne parle pas là que pour l'anesthésie réanimation, dès lors qu'on parle de transfert de compétences, vous savez que ça bloque beaucoup dans les différentes spécialités pour différentes raisons. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus, diapositive suivante. Et diapositive suivante, je vais vous parler, là ici, d'une espèce de plateforme téléphonique
qui va suivre en fait un algorithme et qui va permettre cet algorithme de dire ce patient doit aller en consultation présentielle, celui-là n'a pas besoin d'aller en consultation présentielle. Ils ont comparé les résultats de cet algorithme à des reviewers 1, 2, 3, 4 que vous voyez sur le tableau à droite, et là encore avec des résultats qui sont relativement intéressants. C'est pour des types de chirurgie qui sont relativement banales. Diapositive suivante. Donc là, il y a une concordance qui est intéressante. Diapositive suivante, s'il vous plaît encore. Et tout ça pour vous dire, avant de développer cette diapositive, qu'on a l'idée de faire ça. On a un CPP qui a été accepté il y a quelques temps maintenant. On va faire ça en centre de l'hôpital Foch pour les femmes enceintes qui sont au 8e mois de grossesse. Elles ont une consultation d'anesthésie obligatoire. Et la plupart d'entre elles, beaucoup d'entre elles sont ASIN, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucune comorbidité, et on essaie de faire quelque chose d'automatisé, c'est-à-dire qu'on va leur envoyer un questionnaire qui a déjà été fait, qui a été validé par le CARO, qui est un club d'anesthésie et réanimation en obstétrique, et elles vont remplir elles-mêmes à domicile ce questionnaire, et en fonction de leurs réponses, elles seront orientées soit vers une consultation d'anesthésie présentielle, soit vers rien du tout, elles iront directement en salle d'accouchement. Et c'est une façon d'aller un peu plus loin en processus pour libérer du temps médical aux médecins et qu'ils passent leur temps sur des patients plus difficiles, plus compliqués. Évidemment, la revalorisation de la consultation viendra dans la discussion qui suivra ces affaires-là, mais pour l'instant, on n'est qu'à l'évaluation scientifique des choses, mais je trouve ça déjà intéressant. Alors, il y a eu un avenant 6 à la Convention médicale de la télémédecine qui, malheureusement, excluait les anesthésistes réanimateurs du champ des spécialistes qui pouvaient voir directement en téléconsultation leurs patients. Vous voyez que l'orientation par le médecin traitant qui est obligatoire dans les 12 mois qui a précédé la téléconsultation n'est pas obligatoire pour certaines spécialités en accès direct, entre parenthèses ophtalmo, gynéco, stomato, chirurgie maxillofaciale, psychiatrie, neuropsychiatrie, pédiatrie. Vous voyez que l'anesthésie n'y est pas. Or, c'est très fréquent évidemment qu'il n'y ait pas de consultation avec le médecin traitant, ce n'est pas le médecin traitant qui envoie le patient chez l'anesthésiste réanimateur, et donc on a demandé, diapositive suivante, à ce que cet avenant soit modifié. D'ailleurs, juste pour ceux qui sont intéressés, évidemment, il y a un texte de la HAS qui est paru en mai 2019 et qui décrit bien les téléconsultations et la téléexpertise, diapositive suivante, dans leur remboursement, la téléconsultation, diapositive suivante. Et donc, vous le savez sûrement, l'occasion de la Covid, la Covid a été l'occasion finalement qu'il y ait une prise en charge qui soit faite des téléconsultations, y compris les téléconsultations anesthésiques par la sécurité sociale, et ça est valable jusque fin décembre 2020. Et donc, nous avons écrit une lettre en tant que société savante, avec la Société française de télémédecine, aux autorités pour leur demander d'aller au-delà de fin décembre pour que ces téléconsultations soient remboursées. On attend la réponse. On a fait l'enquête que je vous ai présentée avant, pendant et après la Covid pour s'appuyer sur cette enquête-là pour leur montrer l'importance de l'utilisation de téléconsultations en anesthésie. Donc pour conclure, je dirais que la téléconsultation est bien sûr fortement encouragée par une telle surtout en ce moment. Elle a bénéficié de la crise de la Covid-19. L'utilisation de ces nouvelles technologies bénéficie aux patients détenus ou autres personnes âgées institutionnalisées, ça c'est vrai actuellement, mais on envisage ce type d'exercice depuis le domicile des patients. Et nous, on a également une étude en cours au centre Michaelet où on doit faire entrer 240 patients, donc à 170, pour comparer la consultation traditionnelle et la consultation à domicile, pour montrer qu'on a des qualités de consultation qui sont identiques à partir du moment où les patients sont correctement sélectionnés pour la téléconsultation. La CPA par téléphone pour des actes répétés chez des patients connus de service devrait pouvoir trouver sa place. Et enfin, un questionnaire informatisé devrait également permettre de sélectionner des patients qui pourraient être vus uniquement en visite pré-anesthésique, c'est-à-dire au moment où ils arrivent dans la salle d'accouchement ou au moment où ils arrivent éventuellement au bloc opératoire, à partir du moment où ils ont rempli un algorithme qui permet de montrer qu'ils n'ont aucun problème particulier. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai assez parlé. Je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci, mon cher André. Les applaudissements numériques qu'on a vus sur les écrans, mais tu ne les as probablement pas entendus. Merci parce que la qualité de cet exposé, il y avait absolument tout. C'est quelque chose que je connaissais. Et puis, on va ouvrir brièvement la discussion. Oui, mon cher président, je vois que Richard Villet, c'est même pas Richard, lève le bras. Voilà, je te laisse la parole.
Oui, bonjour Monsieur Boisy, félicitations pour ce très intéressant exposé. Je voudrais vous brancher tout de suite sur une chose que vous n'avez pas du tout abordée, qui risque de venir, c'est disons, la mise en accusation ou l'accident anesthésiologique, et donc la part de la responsabilité lorsqu'il y a une téléconsultation d'une part, et lorsqu'il y a une consultation uniquement par téléphone. Et puis je voulais vous dire, est-ce que vous pourriez nous donner également avant, parce que ça permettrait peut-être d'y répondre aussi, le chiffre de rectification lors de l'arrivée la consultation pré-anesthésique, que ce soit en salle de travail, que ce soit en bloc opératoire ou pour une coloscopie par exemple. Est-ce qu'il y a eu des modifications très importantes par rapport à cette téléconsultation? C'est ma première question. Et d'autre part, quid sur le plan juridique? Alors, je vous remercie beaucoup pour cette question. Alors, la première question, je vais avoir un petit peu de mal à y répondre parce qu'on n'a pas encore les chiffres qui sont sortis. Mais ce qu'on voit de ce qu'on est en train de vivre avec les différents protocoles cliniques qui sont en cours, c'est qu'il y a quasiment zéro report de chirurgie parce que la téléconsultation serait mal faite et manquerait des éléments. Donc de ce point de vue-là, même si c'est un petit collectif, on peut être quand même rassuré. Et les chiffres d'ailleurs à l'étranger, publiés aux États-Unis et au Canada, montrent que ce chiffre-là ne diffère pas de celui qu'on peut avoir. Mais il faut probablement accepter dans un coin de sa tête l'idée qu'il peut y avoir un jour ou l'autre un problème qui oblige à reporter la consultation. Mais là, on est déjà dans un dysfonctionnement. Parce que comme je vous l'ai dit, normalement, on doit pouvoir avoir suffisamment de temps entre la téléconsultation et l'acte chirurgical pour reporter le patient éventuellement en consultation traditionnelle quand on observe évidemment qu'il y a eu un problème. Mais si on l'observe au dernier moment, eh bien à ce moment-là, ça peut arriver, c'est vrai, mais il y a peu de raisons que ce soit le cas. La seule raison que vous avez sûrement en tête, c'est l'examen clinique du patient, c'est-à-dire son aire cardio-pulmonaire. Alors, il faut savoir que ça, c'est quelque chose qui est exceptionnellement une raison d'annuler un patient. Je ne suis pas parmi les plus anciens, mais dans ma carrière, qui commence à dater un petit peu, seuls 2 patients que j'ai eus en consultation d'anesthésie ont été reportés pour un souffle carotidien qui a été opéré de sa carotide avant son épaule, c'est une chirurgie de l'épaule, et l'autre pour un souffle cardiaque qui a nécessité la pose d'une valve. Mais lorsque, honnêtement, vous regardez, et ça, c'est pas forcément brillant pour ma spécialité, mais il faut quand même aussi parler franchement, quand vous regardez le nombre de médecins qui auscultent leurs patients au cours d'une consultation traditionnelle, vous dites que ce n'est pas vraiment un problème parce que personne ne ausculte les patients, et donc je me bats toujours avec les internes pour dire mais ausculter les patients, même si c'est exceptionnel que vous trouviez quelque chose, ça peut arriver, ça peut rendre service aux patients. Donc je ne suis pas très inquiet pour ça. Deuxième question sur la médecine, le problème des responsabilités. Les responsabilités sont exactement les mêmes que celles qu'on a en médecine traditionnelle. Je crois que ça ne change pas, puisqu'on va tracer cette consultation. On va avoir les mêmes devoirs, du point de vue de l'information du patient. Et ça, on passe ces informations par des moyens numériques, on numérise les choses, on envoie, on discute avec les patients des complications qui sont les plus fréquentes, mais également plus rares, mais prévisibles. Enfin, ça, je pense que Henri parlerait beaucoup mieux de ça que moi. Mais je pense que le médecin a la même responsabilité qu'il aurait sur une consultation traditionnelle. Est-ce que les problèmes techniques peuvent poser des problèmes nouveaux? Alors moi, écoutez, c'est marrant parce qu'on a discuté ça au cours d'une expertise il y a peu de temps. Bon, vous savez que les expertises, on les fait pour certaines d'entre elles, pas majoritaires malheureusement, mais par téléconférence, expertise. Alors, c'est plus facile quand le patient est décédé, évidemment, parce qu'il n'y a pas d'examen clinique. Encore une fois, non, c'est une réalité. Cela dit, encore une fois, j'ai rarement vu au cours de l'examen d'un patient qu'on modifiait beaucoup plus que de trouver l'expert, que de trouver dans les examens. Mais peu importe. Toujours est-il qu'on a parlé éventuellement, là, dans ces conditions-là, d'un problème éventuellement qui viendrait du fait que quelqu'un n'en... Pardon. Henri, je vous pose une question. Oui, bien sûr. Alors, ce sera la dernière, mon cher Albert Claude. Je complète simplement ce que vient de dire Hervé pour répondre de façon précise à Richard Billet. Comme il s'agit d'un acte technique, on va dire en matière de responsabilité, on va rester dans le civil, mon cher Richard.
c'est 90% des problèmes. On peut dire que c'est la notion du contrat, la notion de la qualité, ça s'appelle de la télétransmission, c'est exactement la même chose. Alors, j'ai fait un tout petit peu des vidéos-parties pour l'instant. Il n'y a pas, bien sûr, de jurisprudence concernant des actes effectués en téléanesthésie, si je puis dire, qui soient passés dans les tribunaux. Voilà. Mais je suis aussi rassurant que le DRP. Albert Claude, une question, vas-y. Oui, alors deux petites questions. Une assez importante qui concerne un peu le cadre de la téléconsultation qui avait été fixé par notre ami Pierre Simon il y a quelques années, au moment de la loi HPST 2009, quand finalement, en particulier, la téléconsultation avait été conçue de manière telle que le patient soit accompagné en présentiel par un personnel de santé à côté de lui, avec un intervenant à distance, sachant, par exemple, l'anesthésiste, pour que les actes présentiels, en particulier peut-être l'auscultation dont on vient de parler, puissent être réalisés en confiance et que le collègue à distance puisse le dire, ça a été réellement vérifié. Ça, c'est la première petite question. La deuxième, c'est est-ce que, compte tenu apparemment des économies en particulier concernant le déplacement kilométrique de nombreux patients qui, en téléconsultation, évitent de prendre des ambulances, etc., et donc réduisent finalement les coûts de cette activité. Est-ce que l'administration est en mesure de refinancer peut-être, par exemple, les activités diverses et variées du service? Parce que ces économies, il faut bien qu'elles sont réalisées sur le temps de travail des collègues et sur un certain nombre d'actes qui auraient dû être faits mais qui ne le sont pas faits. Donc voilà, est-ce qu'il y a une espèce d'équilibre des comptes au travers de cette activité? Alors, merci de ces questions. Donc, pour ce qui concerne l'auscultation cardio-pulmonaire et la présence de quelqu'un à côté du patient, c'est pas une obligation, c'est une possibilité, donc on peut encore une fois ne pas le faire. Simplement, si on est gêné par l'examen cardio-pulmonaire qui devrait être fait, on peut dans les prérequis définir qu'un patient doit avoir été vu par son médecin généraliste dans les 6 mois de sa consultation, par exemple. Encore faut-il que le médecin généraliste ausculte les carotides sur l'air cardio-pulmonaire, mais ça peut être une façon de contourner le problème, et parce que justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est exceptionnel le nombre de patients qu'on doit reporter à cause d'une auscultation cardio-pulmonaire ou carotidienne. Concernant la diminution des coûts, alors l'expérience qu'on a de tout ça me fait dire malheureusement qu'il ne faut pas trop espérer, même si, j'ai dit tout à l'heure par exemple, on va faire gagner du temps, on va éliminer les patients qui n'ont pas de problème médical, quand je parlais de l'obstétrique et de la consultation au 8e mois. Mais évidemment, pour les collègues qui travaillent dans le privé, je comprends, et même dans le public maintenant, depuis qu'on est comptable, on va dire, oui, mais on va perdre de l'argent parce qu'effectivement, on voit tous ces gens-là. Je dis oui, d'accord, mais on va passer plus de temps parce que les patients qu'on va voir sont des patients qui nécessitent d'être vus parce qu'ils ont des comorbidités. Il faut revaloriser la consultation parce qu'on voit des malades. Alors ça, je peux vous dire qu'on va le dire, on va le demander. Mais est-ce qu'on va l'obtenir? Alors ça, c'est un autre débat. Et j'ai peur que, malheureusement, comme d'habitude, ça soit quelque chose qui soit difficile à obtenir. Mais c'est évidemment ce vers quoi il faudrait pas. Une question, c'est possible? Oui, vas-y Olivier. Oui, merci Monsieur le Président. Merci pour cette belle communication. Et en Picardie, nous avons fermé 9 plateaux techniques, donc la téléconsultation est une obligation. Néanmoins, on a des zones de désertification médicale qui correspondent souvent à des zones d'Internet blanches. Et donc, il y a un problème technique qui se surajoute à ce problème médical. Et donc, ma question est tout à fait simple. Quelle est la proportion entre les téléconsultations réalisées à domicile et celles réalisées dans des maisons médicales ou des hôpitaux locaux? Parce que nous, techniquement, il y a toute la partie nord de l'Aisne où la téléconsultation à domicile est pratiquement impossible. Et donc, quelle est la proportion en Lorraine? Vous parlez de Laon, par exemple? Non, ça va encore à peu près. Mais au-dessus, Hirson,
moi qui viens de Villers-Cotterêts, je me suis dit, oh là là, mais bon, ça va, c'est tout de suite Villers-Cotterêts. Non, c'est bon. Non, c'est vraiment le haut, la tirage, quoi. La tirage, mais il n'y a pas d'intranette, il n'y a pas de médecin. C'est vrai que c'est un problème, ça, et c'est vrai qu'il y a sûrement peu pour l'instant, d'endroits où on peut envoyer ces patients où il y aurait une communication qui soit facilitée. L'idée qu'on avait initialement avec un collègue qui s'appelle Pierre Adéjo qui travaille à Grenoble, c'était de se dire, on va imaginer des cabines qui sont faites, par exemple, chez Renault, chez Peugeot, machin, dans lesquelles les gens vont, ils font leur téléconsultation, ça évite l'arrêt de travail, ça évite, etc., etc. Et donc, on peut imaginer effectivement qu'il y ait des modules mobiles qui soient à un endroit et qui permettent aux gens qui n'ont pas cette connexion de pouvoir venir se connecter dans cette institution ou dans cet endroit. Ça existe déjà. Ça existe déjà, c'est assez peu développé quand même, je crois, par rapport au Canada ou ailleurs. Et c'est, à ma connaissance, en anesthésie, je crois que c'est assez peu développé. Mais vous avez raison, alors on a quand même un président qui nous a promis qu'il y aurait de moins en moins de zones blanches. On peut espérer que ces problématiques de connexion vont à mesure disparaître. Mais c'est une des raisons techniques qui fait qu'on peut être amené à demander aux patients de venir. Et c'est malheureux, mais voilà, ça fait partie des problématiques qu'on peut rencontrer pour mettre en place des téléconsultations. Voilà, donc il y a la possibilité soit d'aller dans un endroit où il y a une connexion, soit de venir en présentiel pour l'instant. Au CHU d'Amiens, on fait 37 000 téléconsultations, donc on en fait pas mal. Mais par exemple, vous connaissez bien l'aide, visiblement, et donc dans ces cas-là, on leur demande d'aller dans les hôpitaux locaux. Bien sûr. Où là, il y a des bonnes connexions Internet. Merci beaucoup. Merci mon cher Hervé. On va arrêter là parce que On peut poser une question? Tu avais un quart d'heure avec 10 minutes de discussion, donc là c'était 1 heure, mais c'est normal. Tu es accueilli en tant que président de la Société française d'anesthésie et réanimation. Je te souhaite bien sûr une aussi belle présidence avec la Covid-19, celle que tu connais, que j'ai connue, et j'espère que voilà, je te laisse maintenant la parole pour que tu introduises, si je puis dire, la présentation suivante, pour que nous puissions poursuivre cette séance dans de bonnes conditions.